Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Il y a tout juste 2 ans, la Russie lançait une offensive en Ukraine. 2 ans de guerre, 2 ans de questionnement aussi pour l'Europe. Jusqu'où faut-il soutenir Kiev contre Moscou? Ce sera d'ailleurs la grande question débattue mardi prochain à l'Assemblée nationale. Tout cela dans un contexte international de plus en plus instable, avec de nouvelles menaces, les cyberattaques ou bien encore de possibles drones malveillants redoutés lors des prochains JO. Sans oublier que notre région reste aussi sur la carte des cibles potentielles, puisque vous le savez, elle abrite dans la rade de Brest le site nucléaire de l'île Longue. Alors, sommes-nous finalement prêts pour la guerre? C'est la question que nous posons aujourd'hui. Bienvenue dans Dimanche en politique. Merci d'être avec nous. Je vous présente tout de suite les 2 invités qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Avec nous, à Rennes, Frédéric Mathieu, député de la France Insoumise d'Ille-et-Vilaine. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de la commission de défense et avec le député du Morbihan, la députée du Morbihan, Anne Le Hénan, vous avez été récemment le co-rapporteur d'une mission parlementaire consacrée à la cyberdéfense. Vous avez formulé plusieurs propositions pour améliorer justement notre souveraineté sur cette question. On l'évoquera dans l'émission. Et puis, un autre parlementaire est avec nous en duplex de Brest. Le sénateur LR, Philippe Paul, merci d'être avec nous. Vous êtes le vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense au Sénat. Vous menez actuellement une mission sénatoriale justement consacrée à la menace drone, redoutée pour les JO qui auront lieu, je rappelle, cet été à Paris. Justement, notre capacité de défense sera peut-être mise à l'épreuve. On en parlera également. Alors avant de lancer le débat, je voudrais qu'on revienne justement sur les récentes déclarations d'Emmanuel Macron qui ont fait beaucoup parler. C'était la semaine dernière à l'occasion de la conférence internationale de soutien à l'Ukraine. Le chef de l'État a estimé qu'il ne fallait plus exclure l'envoi de troupes sur le sol ukrainien, propos qui ont suscité une levée de boucliers en France, mais aussi chez nos partenaires européens. Retour sur ce coup de Trafalgar avec Caroline Motte et Thierry Curtet. La possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine n'avait jamais été envisagée jusqu'ici. Avec ces mots, Emmanuel Macron a brisé un tabou. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Une déclaration inédite qui a fait bondir les oppositions, à commencer par Marine Le Pen. Dans un hémicycle agité, la députée a déclenché une passe d'armes avec le Premier ministre. Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la cobelligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. Clairement, à quelques mois des élections européennes, l'exécutif instaure un duel avec le Rassemblement national. Et pour forcer chacun à prendre position, l'Élysée souhaite qu'un débat et un vote aient lieu au Parlement sur la question du soutien à l'Ukraine. À l'échelle internationale, la déclaration d'Emmanuel Macron a aussi surpris, comme les États-Unis, l'Espagne ou encore l'Italie. Le chancelier allemand a contredit le président français. Il n'y aura aucune troupe au sol, aucun soldat envoyé, ni par les États européens, ni par les États de l'OTAN sur le sol ukrainien. Le Kremlin a prévenu qu'envoyer des troupes ne serait pas dans l'intérêt des Occidentaux. Emmanuel Macron doit se rendre en Ukraine d'ici la mi-mars. Et justement, sur cette question de l'aide à l'Ukraine, justement, le chef de l'État a reçu un jeudi les principaux chefs de partis politiques, sans doute pour prendre la température avant le grand débat prévu ce mardi à l'Assemblée. On va en parler. Première question à vous, Philippe Paul. Est-ce qu'en mettant sur la table l'option d'envoi de troupes sur le sol ukrainien, le chef de l'État fait preuve de lucidité finalement ou d'imprudence ? Sur le fond, il a peut-être pas tout à fait tort, mais non, sur la forme, c'est toujours la présidence bavarde du président Macron entre sa déclaration de la semaine dernière puis celle d'hier. Moi, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. D'ailleurs, les réactions que ça vienne de la d'où qu'elles viennent, que ce soit de la population française, par rapport à cette possibilité ou par rapport à nos amis européens, montrent bien que c'est pas vers ça qu'il faut se diriger. Ça serait vraiment très très dangereux. Et est-ce qu'on pourrait avoir les moyens nécessaires pour le faire en plus
Russes, moi je suis extrêmement sceptique. Et là, on serait considéré comme des co-belligérants face aux Russes, et c'est pas du tout vers ça qu'il faut se diriger, à mon avis. Mais est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'aujourd'hui, assurer la sécurité de l'Europe, c'est s'assurer de la défaite de la Russie ? Oui, quelque part, mais là, qu'est-ce qu'attendent exactement les Ukrainiens? C'est pas forcément qu'on envoie des troupes au sol, c'est vraiment qu'on leur fournisse du matériel qu'on leur avait promis, en particulier au niveau de l'Europe, et au niveau des obus déjà, pour commencer, où on est très loin du chiffre qui avait été promis il y a quelques mois, et puis aussi leur donner un coup de main dans tout ce qui relève du renseignement, et puis de l'aviation, tout ce qui est détection de missiles, voilà, c'est ce qu'ils veulent à l'heure actuelle. Alors, amener des troupes au sol, pour moi, ça serait, c'est pas souhaitable du tout. C'est même pas envisageable. Frédéric Mathieu, vous serez appelé à voter mardi suite au débat. Vous êtes pour l'aide à l'Ukraine? Que pour l'aide à l'Ukraine, ou est-ce qu'il faut envisager le pire aujourd'hui? Déjà, je pense, je vais revenir sur ce qu'a dit le président de la République. Moi, je trouve complètement inconséquent. Et c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup sur des questions de défense. Il y a déjà quelques semaines, il est parti dans une espèce de crise en disant que la dissuasion nucléaire française devait être partagée avec toute l'Europe. Enfin, c'est une rupture majeure avec la doctrine nucléaire et de dissuasion française. Et là, aujourd'hui, il prend le parti de parler tout seul, en dehors de toute consultation avec nos alliés. Et il envoie ses ministres ensuite pour dire qu'on a tous mal compris. Alors, le monde entier a mal compris, Poutine a mal compris, nos plus proches alliés ont mal compris, même l'OTAN escalité a mal compris. Je pense qu'à un moment, il faut poser les débats, il faut arrêter de bomber le torse pour rien. La guerre, c'est une question grave, c'est une question politique. Et il y a un autre sujet, c'est que ça ne peut pas tomber d'en haut comme ça. D'ailleurs, je rappelle que dans notre Constitution, la guerre est déclarée par le Parlement, pas par le président de la République. Alors vous dites justement, il ne faut pas bomber le torse pour rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche pour peut-être freiner les ambitions de Vladimir Poutine? Il est dans l'épreuve de force. Est-ce qu'il faut aujourd'hui justement montrer ses muscles? Je redis, la guerre est un acte politique. Donc quels sont les objectifs politiques derrière notre soutien à l'Ukraine? Vous parliez de la défaite tout à l'heure. C'est quoi la défaite de Poutine? Pour certains, dont je fais partie, la défaite, c'est de repousser les Russes hors des frontières de l'Ukraine. Mais pour d'autres, peut-être en Ukraine, la défaite, c'est d'aller jusqu'à Moscou et de destituer Poutine. Parle-t-on de cet objectif politique à un moment ou à un autre? Il faut arrêter de partir, si vous voulez, sur la débauche de moyens, sur la débauche de communication communicante, et à un moment poser les vraies questions dans un débat public, démocratique. J'espère que c'est ce qu'on aura, en tout cas, mardi à l'Assemblée nationale. Philippe Paul, est-ce que l'accord bilatéral de sécurité entre l'Ukraine et la France prévoit notamment aussi un soutien pour l'entrée dans l'Union européenne et l'entrée dans l'OTAN? C'est un préalable indispensable aujourd'hui pour assurer la protection des Ukrainiens? L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle le sera un jour? Elle doit l'être, pour vous? Sont en cours. C'est pas impossible, mais je crois que l'urgence n'est pas de se précipiter là-dessus à l'heure actuelle. On va voir ce qu'il y a dans cet accord. Une fois de plus, le président de la République prend une initiative personnelle. On discute après. C'est un peu curieux. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces 3 milliards d'euros. On ne sait pas du tout ce qui a été discuté entre les deux chefs là. Donc c'est quand même assez curieux cette façon de procéder, comme d'habitude. Donc à suivre, à suivre, mais restons prudents, puis surtout ne lançons pas des initiatives individuelles comme ça dans la nature, c'est très dangereux. Frédéric Mathieu, j'écoutais Jean-Luc Mélenchon en fin de semaine, il est pour, mettons-nous autour de la table, favorisons des négociations, un cessez-le-feu, on se met autour de la table, on discute, mais est-ce que ça serait pas déjà entériner la victoire de Vladimir Poutine? C'est lui l'agresseur. Comme dit Stéphane Séjourné, la France doit être du bon côté de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, un cessez-le-feu, des négociations, c'est pas l'esprit de défaite, l'esprit de Munich? Non, pas forcément. Dans toute guerre, il faut garder des canaux de communication. Alors, je ne suis pas sûr que les canaux de communication directs entre l'Ukraine et la Russie fonctionnent bien aujourd'hui. C'est peut-être possible, mais en tout cas, ça n'est pas connu. Mais il faut en tout cas garder des parties tierces, des pays sans doute européens, qui puissent aussi faire l'intermédiaire. C'est-à-dire que oui, les combats continuent, oui, l'Ukraine aujourd'hui est en difficulté, et le sénateur Paul a rappelé aussi qu'on n'était pas à la hauteur de l'aide qu'on avait promis dès aujourd'hui. Donc on va voir, depuis 2022, voilà. Ça a presque doublé. Oui, mais il faut aller plus loin encore. Là, on est qu'à 30% de ce qu'on avait promis. Donc là, si on fait du soutien, on fait vraiment du soutien. Et là encore, il faut dire les choses aux représentants de la nation et au Parlement. Il faut qu'on ait un état des lieux qui soit précis là-dessus. Le fait de garder des canaux
canaux de communication, c'est la conduite politique de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une guerre, ça n'est pas un acte technique, je continue à le dire, c'est un acte politique. Et à tout moment, il faut être prêt à discuter, à tout moment, il faut être prêt à négocier et à promouvoir un cessez-le-feu. Mais ce n'est pas faire preuve d'esprit de défaite. À un moment, l'objectif final, je crois, pour tout le monde, c'est la paix. Donc il ne faut jamais fermer cette porte-là. Philippe Paul, il y a ce sondage intéressant, c'est ça, 76% des Français sont contre l'envoi de troupes en Ukraine. Mais on voit que est-ce que finalement, là, le chef de l'État n'est pas en train de préparer l'opinion publique à ce qui pourrait arriver, le pire, c'est-à-dire une confrontation majeure aux frontières européennes. On sait que Vladimir Poutine a des visées, notamment sur les pays baltes, pour essayer de se réapproprier certains territoires russophones. Oui, moi je pense que, comme vient de dire mon collègue, il faut garder le contact, mais Vladimir Poutine est dans sa logique depuis toujours. Tout ce qu'on fait, les menaces, les tentatives d'intimidation, je pense que ça l'empêche pas de dormir. Il est dans sa logique de reconquérir des territoires perdus au fil du temps. Donc c'est vrai que ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'en Ukraine, ça n'est pas au-delà, que le conflit s'arrête. Maintenant, envoyer des troupes sur place, je crois que c'est vraiment pas la bonne solution à l'heure actuelle. Ou alors, attendons qu'un accord de paix soit signé et peut-être envoyer du monde sur place après, mais pas à l'heure actuelle. Après, parce qu'il y aura un pays à reconstruire, à déminer les terrains. Enfin, il y aura beaucoup de choses à faire, mais à l'heure actuelle, non, c'est pas envisageable. Et on n'est pas à la hauteur de ce genre de choses. Et on va être complètement isolé en plus dans cette démarche. Alors justement, sommes-nous à la hauteur de prendre un leadership militaire en Europe? C'est la question qui est posée aujourd'hui. Notre armée est-elle taillée pour supporter justement une guerre de haute intensité? On a posé toutes ces questions au général Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Je vous propose de l'écouter. Je vais vous faire réagir à ses propos après. Il ne s'agit pas de penser économie de guerre comme on a pu le penser en 1915 ou comme les Américains en 1941. Il ne s'agit pas de produire des milliers d'avions de combat, des milliers de chars, mais il s'agit d'augmenter nos capacités de manière conséquente, et c'est déjà le cas. Je vais prendre un exemple très concret. Il fallait, au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine, il fallait 30 mois pour fabriquer un canon César, et la cadence de production était de 2 engins par mois, ce qui suffisait pour répondre aux besoins de l'exportation et de nos propres besoins. Aujourd'hui, il ne faut plus que 15 mois pour fabriquer un canon César, un délai réduit par 2, et d'ores et déjà, l'industriel français est capable de produire 6 canons par mois, donc un triplement de la cadence. Donc c'est ça aussi l'économie de guerre, mais cette économie de guerre, elle doit se faire également au niveau européen, et en particulier autour de la question très sensible des munitions. Et la France a des moyens qui sont conséquents, et je dirais même qu'en Europe, elle dispose de capacités sans équivalent par rapport à ses partenaires. Et n'oublions pas qu'il y a aussi un élément qui est essentiel et qui joue en notre faveur, et cela depuis le déclenchement de la guerre, c'est la dissuasion nucléaire. Et c'est bien la raison, parce qu'il y a derrière la dissuasion nucléaire française, mais également les États-Unis et le Royaume-Uni, que Vladimir Poutine, pour le moment, n'a pas cherché à étendre le conflit qu'il mène. Alors justement, depuis le conflit en Ukraine, il y a une mobilisation, on va dire, de l'appareil militaro-industriel en France. Je rappelle quelques chiffres sur la loi de programmation militaire qui engage nos dépenses pour les 6 prochaines années. 413 milliards d'euros de dépenses, soit plus 40% de dépenses par rapport à l'ancienne loi de programmation militaire. Frédéric Mathieu, est-ce que vous saluez cet effort aujourd'hui ? Moi, je pense que si on avait été au gouvernement, sensiblement, on aurait consacré le même budget. Sans doute de façon différente, et nous avons eu des débats au cours de la LPM. Je voudrais revenir sur la notion d'économie de guerre. Pour moi, l'économie de guerre, c'est tous les moyens productifs d'une nation qui sont tournés vers la guerre. Aujourd'hui, c'est pas ça, et je trouve qu'on utilise ce vocabulaire souvent à mauvais escient et souvent de manière excessive. Par contre, en ce qui concerne notre système productif, moi, je pense que le vrai problème, et ça me préoccupe beaucoup, c'est la façon dont on produit aujourd'hui. On est dans un modèle strictement commercial, très tourné vers l'exportation, qui répond pas toujours et pas forcément bien aux besoins propres de la défense française, de la défense de ses intérêts et de la défense de nos populations. Et je pense que là, aujourd'hui, il est temps peut-être de réinterroger un modèle commercial tourné vers l'exportation. Moi, je le rappelle, les armes ne sont pas des marchandises comme les autres. Et force est de constater que ça nous coûte très cher pour des résultats qui sont assez divers quand on regarde sur le temps long.
Philippe Paul, justement, c'est le sénateur de Finistère que j'ai envie d'interroger là aussi, parce qu'une partie de l'industrie essaye de suivre cet effort de guerre qui est demandé. Je voudrais qu'on dise un mot sur les chantiers Piriou là, qui ont dû suspendre la commande de 20 remorqueurs pour la Marine nationale. Les coûts sont plus élevés aujourd'hui et on sent que une partie de l'industrie française n'arrive pas à suivre. Oui, le problème n'est pas tout à fait comme ça. Pour revenir à Piriou, c'est quand même assez surprenant parce que ça, c'est un chantier qu'on suivait depuis pas mal de temps. Donc, c'était une vingtaine de remorqueurs par tranche de 4. Et là, la deuxième série, l'appel d'offres n'a pas été fructueux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a un surcoût par bâtiment de l'équivalent d'1 million d'euros. Alors, moi, ce qui me surprend beaucoup là-dedans, c'est sur la programmation militaire qui est très conséquente, avec une très forte augmentation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On est à 400 milliards, 400 plus 13. Les 13, c'est un peu aléatoire, mais sur les 400 qui restent, il y a déjà 50 milliards d'euros qui sont consacrés à tout ce qui relève de l'inflation sur le coût des matériels. Alors, je ne comprends pas, dans le cas justement de notre réarmement, j'allais dire, de notre industrie de la défense, pourquoi les 50 milliards d'euros qui sont consacrés normalement à tout ce qui relève de l'inflation ne permettent pas de poursuivre le contrat avec le chantier Piriou, dont on connaît forcément la qualité des matériels qu'ils fournissent, d'autant plus qu'ils ont commencé à les produire. Donc c'est quand même assez surprenant. Et sur d'autres sujets, par exemple, comme les Rafales, on a commandé, le ministre a annoncé la commande de 42 Rafales pour boucher les trous suite à la cession d'appareils d'occasion. Moi, quand je regarde 42 Rafales, très bien, très bonne nouvelle, même si on n'atteindra pas le tout Rafale en 2030 comme ce qui était prévu à l'origine, Dassault n'a produit l'année dernière que 13 Rafales, c'est-à-dire 6 depuis 6 ans, à 2 de plus par an. C'est quand même pas énorme. Donc, est-ce qu'on va arriver à fournir l'armée française déjà d'une part, et plus les ventes qui ont été faites à l'extérieur. Donc je suis un peu surpris. Et sur les 400 milliards, je redis encore, quasiment tous les programmes ont été amputés de presque un tiers. Regardez dans l'armée de terre. C'est beaucoup. Le programme Scorpion est amputé quasiment d'un tiers des matériels qui étaient prévus. Je voudrais qu'on parle des équipements, on parle du matériel. Je voudrais qu'on parle de la formation aussi, parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, il y a le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'école Saint-Cyr Couët-Quidan qui forme nos officiers supérieurs de l'armée de terre. La Cour des comptes est assez dénonce l'état de vétusté de certains bâtiments de l'école, parle de formation beaucoup trop intense et parle aussi d'un système de notation peu transparent. Ça fait un peu tâche, non, aujourd'hui, dans le contexte actuel, non ? Oui, mais je veux dire, la situation n'est pas nouvelle. Moi, j'ai passé 20 ans de ma vie professionnelle au ministère de la Défense. J'ai travaillé aussi, d'ailleurs, durant ces 20 ans, au service d'infrastructure de la Défense. Donc, l'état déplorable de nos infrastructures, personnellement, en tant qu'ancien professionnel du domaine, je ne le découvre pas. Là, monsieur et madame, tout le monde le découvre. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'entends monsieur le maire, à tour de bras, dire qu'il ne faut pas lever d'impôts, dire qu'il ne faut pas faire peser de contraintes fiscales, dire qu'il y a trop de services publics, mais à un moment, pour entretenir les services publics, que ce soit l'école de Saint-Cyr Couët-Quidan, que ce soit l'école de la Navale ou même l'hôpital, c'est le CHU Pontchaillou à Rennes, eh bien, il faut des fonds publics à un moment. Donc on arrive peut-être au bout d'un cycle ordolibéral qui devrait s'arrêter. Philippe Paul, l'école de Saint-Cyr est en état de saturation, c'est ce que dit la Cour des comptes. Or, on veut aujourd'hui recruter plus d'officiers, on veut recruter plus de militaires. Est-ce que là, il n'y a pas un décalage aujourd'hui ? Non, je ne crois pas. Je connais un peu l'école. Le rapport est quand même assez dur. Les élèves qui sortent de Saint-Cyr sont des gens de très grande qualité. Le plan de charge est peut-être conséquent en matière de cours, mais bon, qui correspond au format nouveau de l'école. Quant à tout ce qui relève des bâtiments, c'est le problème de toutes les armes, quelles qu'elles soient, depuis des années et des années. Il n'y a absolument pas de travaux qui ont été faits d'entretien ni de construction neuve. Donc on trouve le problème partout. Alors on peut crier au loup. Le gouvernement dit qu'il fait des efforts là-dessus. Moi, je suis quand même un peu surpris parce qu'on parle des armes. La gendarmerie est une arme aussi. Je suis rapporteur du budget de la gendarmerie. On fait beaucoup de communication à l'heure actuelle, en plus avec les brigades nouvelles. Et à côté de ça, le budget a été amputé des 2 tiers pour tout ce qui relève de l'immobilier pour les gendarmes aussi. Et c'est pareil dans les autres armes. Donc forcément, on a des constructions qui sont complètement dégradées, qui vieillissent très très mal. Allez, je voudrais qu'on arrive à la dernière partie de notre émission. On va évoquer les nouvelles menaces qui visent notre pays. Vous êtes tous les deux justement au cœur de missions parlementaires. On va commencer par parler de votre mission Flash
réalisé il y a quelques semaines, Frédéric Mathieu, avec Anne Le Hénanff, la députée Horizon du Morbihan. Vous êtes intéressé à notre cyberdéfense. L'espionnage et la déstabilisation informatique sont les nouveaux dangers à prendre très au sérieux. Vous avez fait 35 préconisations, on ne va pas pouvoir les... Vous dites notamment il faut investir plus dans le recrutement, dans les effectifs. Je crois que d'ici 2025, on vise sur 1 millier cybercombattants de plus pour notre cyberdéfense. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de recruter des jeunes ? Ah non, c'est pas facile. Alors, le recrutement n'est pas forcément facile parce qu'on a beaucoup de besoins et on a peu de personnes sortantes, diplômées et à tous les niveaux. Si vous voulez, on a passé le niveau ingénieur depuis longtemps. On a besoin d'ingénieurs, mais aussi de techniciens. Donc on a du mal à trouver parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont formées, parce que aussi, et c'est ce qu'on a pointé, le métier est très peu féminisé, donc on se prive aussi de talent, mais ça c'est une problématique de formation beaucoup plus générale. Et puis il y a la question de la fidélisation derrière qui est une vraie question, c'est-à-dire comment on fidélise des personnes qui peuvent valoir très très cher sur le marché privé, est-ce qu'on favorise des parcours croisés, etc. C'est sur le plan RH en tout cas le type d'aspect qu'on a essayé d'étudier en effet. Et vous pointez du doigt un gros problème aujourd'hui, c'est notre souveraineté, on va dire, numérique, puisqu'on est un peu dépendant des GAFA aujourd'hui. Le ministère de l'Armée est sous Windows. Donc, en termes d'espionnage, en termes de sécurisation, il y a un vrai problème aujourd'hui. Ce qui était marrant, c'est que lorsqu'on posait la question, les décideurs qu'on avait en face de nous disaient « Oui, mais les Américains, c'est nos alliés. » Les 15 dernières années, c'est quand même ceux qui nous ont le plus espionnés. Donc là, il faut être sérieux. On parlait de la gendarmerie tout à l'heure, qui est une arme tout à fait intéressante à bien des égards. La gendarmerie, elle est sur le logiciel libre. Pourquoi le reste du ministère des Armées ne serait pas sur le logiciel libre? Donc oui, on doit conquérir notre souveraineté, mais il n'y a pas que la question du logiciel. Il y a la question aussi du hardware, c'est-à-dire les infrastructures, ce qui porte en fait les logiciels. Et typiquement, aujourd'hui, en termes de souveraineté concernant le stockage, la conservation, la préservation de nos données, on est dépendant soit des Américains, soit des Chinois. Donc pour la construction. Un cloud français, un cloud européen? Oui. Ouais. Alors il y a déjà un cloud, on l'explique un peu, ce serait une sorte de grande bibliothèque virtuelle. Voilà, c'est un espace de stockage, mais il doit être assis sur des structures et il faut un effort donc industriel. Il faut fabriquer ces supports-là. Aussi, c'est dans ce sens-là que récemment, j'ai fait des propositions en ce qui concerne le site de la Jeannet historique sur l'automobile. Oui, qui pourrait abriter, alors on rappelle un mot, la polémique, c'est que Safran devrait venir sur l'ancien site de la Jeannet pour fabriquer des réacteurs notamment. Les écologistes sont contre parce qu'ils estiment que c'est une industrie qui n'est pas assez décarbonée. Vous êtes plutôt pour miser sur le numérique, justement. Rennes a une vocation numérique qui est affirmée. On a l'ANSSI, on a le ComCyber, on a des formations spécialisées de l'armée de terre sur place, on a des formations supérieures également, donc on a tout un substrat. Pourquoi est-ce qu'on ne compléterait pas le panel en allant aussi sur le hardware? La France en a besoin, l'Europe en a besoin, on a un site avec presque 30 hectares de libre, pourquoi pas se lancer là-dedans? Autre menace, je passe à vous Philippe Paul, puisque vous êtes en train de travailler justement, de faire des auditions justement sur une autre menace, illustrée d'ailleurs, regardez, par le dessin de Loïc Schwartz, qui parle des giboulées de Mars, qui parle plutôt d'une pluie de drones sur le site de Linlong en rade de Brest. Je ne sais pas si ça arrivera, mais en tout cas la menace est prise très à sérieux pour les Jeux Olympiques. C'est même l'attentat de demain, prévient le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au vu des auditions que vous avez faites, ça va se passer bien à Paris. Les drones, c'est une vraie menace qu'il faut redouter? Oui, je pense. Qui aurait pensé il y a 4-5 ans que les drones auraient été un équipement un peu dangereux et très à la mode? Pas grand monde, sauf au niveau du Sénat, on avait rendu un rapport déjà là-dessus. Maintenant, c'est une mission d'information à l'heure actuelle. On termine la semaine prochaine. Parmi toutes les auditions qu'on a faites, personne n'a dit qu'il n'y avait aucun risque avec les drones. D'autant plus qu'on sait très bien que c'est un système d'armement qui évolue très très vite dans le temps et qu'on n'a pas de système de brouillage qui sera efficace à 100%. Donc là, on regarde où il pourrait y avoir des trous dans la raquette et le rapport sera examiné en commission le 20 mars avec sans doute des préconisations de sécurisation au niveau des Jeux Olympiques sur certains sujets parce que en effet il faut être surveillé. Maintenant il ne faut pas non plus penser que Paris va subir une attaque de drones qui sont tous chargés d'explosifs comme ce que j'ai pu entendre récemment. Ça a déjà été testé, surveillé lors de la Coupe de rugby. Bon, il y a eu des trous dans la raquette aussi. Mais il n'y a pas eu d'attaque massive. Je voudrais juste qu'on termine sur la question qu'on a posée au début de l'émission. Sommes-nous prêts pour la guerre? Je voudrais qu'on parle de nous, citoyens, nous, opinion publique aussi. Il y a un débat aujourd'hui au Royaume-Uni sur le retour de la conscription. Est-ce que, il faut avoir ce débat-là aujourd'hui en France? Est-ce qu'il faut renouer avec l'idée d'une conscription?
augmenter notre potentiel de réservistes. Pourquoi pas réinstaurer le service militaire en quelques secondes? Vous êtes plutôt pour le service militaire? Je sais pas, mais en tout cas une conscription qui soit large et qui puisse englober aussi des jeunes qui veulent consacrer une partie de leur temps aux armées. Moi, je suis pas contre foncièrement, puisque l'un des principaux avantages que j'y vois, c'est aussi que de faire en sorte que la question en fait de la guerre, je dis encore, c'est une question politique, bien tout le monde puisse s'en saisir, tout le monde puisse réfléchir là-dessus. C'est pas quelque chose qui doit tomber d'en haut comme ça. Et puis il faut savoir que la conscription, dans des cas de conflictualité, c'est aussi le levier qui permet au gouvernement et à la population de dire stop à la guerre et d'ouvrir les négociations, puisque le prix du sang versé n'est pas le même, il n'est plus le même. Il nous reste 40 secondes, Philippe Paul. Je m'adresse là à l'officier de réserve de l'armée de l'air que vous êtes. Il y a un objectif en France, arriver à 105 000 réservistes d'ici 2035. Est-ce qu'on va y arriver ? Et pourquoi pas rétablir le service militaire ? Puisqu'avant la fin du service militaire, en 1997, on avait 3 millions de réservistes potentiels. Oui, tout à fait. Là, en effet, on cherche à recruter de plus en plus de réservistes. Bon, faut voir dans le contexte, c'est un peu compliqué, surtout que les entreprises sont pas complètement disposées à laisser du personnel, faire des périodes de réserve. Mais là, c'est des périodes de réserve, c'est pas un jour ou deux, hein. C'est des contrats beaucoup plus longs. Maintenant, pour le service national, je crois qu'on reviendra pas dessus. Les armées sont pas à même de le remettre en route. Bon, il y a des demandes qui souvent pour mettre un peu d'ordre dans la société, j'allais dire là où l'école et les familles ont démissionné. Moi, je voudrais simplement vous dire, c'est pas on arrive à la fin de l'émission. Et oui, lorsque je faisais une période de réserve, Jacques Chirac pensait supprimer le service militaire et le général britannique qui commandait les réservistes avait dit au général français de l'armée de l'air, il dit en France, vous avez le service militaire, nous en Grande-Bretagne, on a les hooligans. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Émission à revoir en replay sur notre site web. Restez avec nous, Dimanche en politique se poursuit. Je passe tout de suite le relais à Francis Letellier. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à tous.